Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir une bande dessinée intitulée « Histoire extraordinaire », mais je ne vais pas vous dire tout de suite de quoi. Je vais d'abord dire bonjour à son auteur. Bonjour Nessim Fintz. Bonjour Monique. Je suis ravie de vous avoir à l'antenne. Je suis ravie de vous avoir. Alors maintenant, on va donner le sujet de cette BD qui est vraiment une très belle découverte. Histoire extraordinaire des mathématiques et de l'informatique en bande dessinée. Alors Nessim, tout est parti d'une rencontre et d'une émission. À vous d'expliquer aux auditeurs. Absolument. C'était une rencontre avec Emmanuel Davidenkoff, très grand professionnel, pour l'émission Un jour, une question sur France Info, où j'ai fait 22 séances avec ce monsieur. Et après, je me suis dit, ces 22 séances se sont tellement bien passées, allez, que je vais avoir cette idée incongrue de faire une bande dessinée avec la complicité d'une jeune dessinatrice. Qui s'appelle Han Mi-Kim. Parfaitement. Et qu'on salue déjà. Alors Nessim, merci. Je vais rappeler que vous êtes quand même docteur en mathématiques, diplômé de l'ESSEC et directeur d'une école internationale de sciences du traitement de l'information. Une grande école d'ingénieurs. Absolument. Alors Nessim, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Et je vais vous demander de nous parler de quoi, Nessim? De Carl Friedrich Gauss. Je peux vous parler de celle que vous désirez le plus. Ah ben je compte bien. Moi j'aime bien, si vous voulez, c'est pour cela que je l'ai placé en premier, l'histoire de Carl Friedrich Gauss, ou ce que, comme nous on l'appelle Gauss si vous voulez, qui est une très très belle histoire, qui a montré dès l'âge de 10 ans son génie mathématique si vous voulez, mais je peux parler des 10 autres. Non, mais on va commencer déjà par la courbe de Gauss. Oui, alors la courbe de... c'est pas la courbe, mais c'est surtout... Gauss était élève dans une école, si vous voulez, en Allemagne, et il y avait beaucoup de chahuts dans sa classe. Alors, le maître dit, pour les calmer, je vous demande de me calculer la somme des 100 premiers chiffres. Bien évidemment, le maître se disait, avec cet exo, je pourrais être tranquille durant 1 heure. Mais erreur grave, puisque après 5 minutes, le petit Gauss arrive à trouver la solution avec une astuce qui est quand même assez importante. Il met le 1 et le 100, et il continue comme ça jusqu'au 50 et 51. Il a 50 chiffres qui valent tous 101. Une multiplication simple de 50 par 101 lui donne 5050. Juste pour vous dire le niveau de difficulté de cet exercice. Tout n'est pas comme ça, enfin, tout n'est pas aussi simple, mais le niveau de difficulté de cette histoire est vraiment pas tellement important, puisque ma petite fille qui a 8 ans a pu expliquer, si vous voulez, cette découverte de Gauss dans sa classe, mais elle n'a pas pris de 1 à 100, elle a pris simplement de 1 à 10. Mais la solution est la même. Bravo, c'est bien la digne petite fille de son grand-père. Ah mais voilà, bien sûr. Alors Nessim, qui a inventé le jeu d'échecs? Ah, ça c'est aussi quelque chose que j'adore. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est en Inde qu'on a inventé le jeu d'échecs, et c'est un grand sage qui a inventé ce jeu. C'est le sage Sissa, hein? Il a inventé ce jeu, mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que à la fin, lorsque son roi lui demande qu'est-ce que tu veux comme récompense, il demande quelque chose d'extrêmement modeste, simplement en apparence, si vous voulez, puisqu'il dit
mettre un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite. Et on arrive à trouver quand même un chiffre extraordinaire avec cette histoire, puisque on arrive à avoir 18 milliards de milliards de grains de riz. Or, lorsque vous dites 18 milliards de milliards, c'est à mon avis tout à fait abstrait. Il faut essayer de voir un peu plus concret. Qu'est-ce qu'on fait après? On se dit qu'un grain de riz est 0,04 grammes, donc on multiplie cela par 0,04 pardon, et on trouve une somme de 720 000 milliards de tonnes. Là encore, je crois que c'est un tout petit peu abstrait, et c'est là où je dis que si nous estimons que la production mondiale du riz est de 700 milliards de tonnes par an, il faut 1000 ans pour pouvoir payer la dette, si vous voulez, à ce grand sage Sisa. Alors Nessim, en tant que femme, ma préférée c'est Oui. Ada. Ah, Ada, la meilleure. Et vous, je n'ai pas été tout à fait correct. Je n'ai que 2 sujets qui sont avec des dames et 8 avec les hommes. Mais aussi bien Ada que Didon sont des exceptions intéressantes. Lorsque je prends Ada qui était la fille unique, si vous voulez, du grand poète Lord Byron, était quelqu'un qui était attiré par les mathématiques dès son plus jeune âge. Et donc, elle a la chance de rencontrer Charles Babbage, qui est l'inventeur de la machine à différence. Et je reviendrai là-dessus. Et on lui demande de traduire, si vous voulez, un article sur la machine à différence de Babbage. Elle fait cette traduction et ensuite, il y a Babbage qui lui dit, est-ce que tu ne voudras pas quand même faire des annexes par rapport à ça? Et ces annexes sont 3 fois plus importants que ce qu'elle a traduit. Et elle fait ces annexes, et dans une de ces annexes, vous avez quand même le calcul des nombres de Bernoulli en utilisant la machine, ce qui est exceptionnel. Mais ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que la machine à différence de Babbage, que Babbage avait dessinée et qui n'avait jamais pu mettre en œuvre, est faite par la London Science Museum et pour le bicentenaire de sa naissance. Et cette machine a 8000 pièces et elle pèse 5 tonnes. Il y a encore quelque chose de plus extraordinaire dans l'histoire d'Ada, c'est que le ministère de la Défense américain demande à la compagnie C2I Honeywell Bull de faire un langage informatique répondant à ses attentes, et ce langage est fait en 1982 et on lui donne le nom de Ada. Ada est un langage qu'on utilise encore aujourd'hui. Qui est bien mérité pour cette femme. Ah, c'est très bien, oui, bien sûr. Alors Nessim, si je vous dis 3,14. Ah, je vous dis pi. Je vous dis pi et je vous dis une approximation de pi quand même. Une approximation de pi, et cette valeur de pi, le plus anciennement, si vous voulez, ça a été fait en 1680 avant notre ère, si vous voulez, et ça a été de 3,125. Je vais vous passer pas mal de détails parce que c'est quelque chose de long. Je vais vous sortir les points essentiels de cette histoire de pi. Le premier point essentiel, c'est quand même Archimède. Archimède, dont un intervalle à l'intérieur duquel se trouve pi. Lorsque vous donnez un intervalle, vous supposez que la valeur ne peut pas être une valeur exacte. Et c'est vrai. Donc, il donne un intervalle entre 3,1408 et 3,1428, ce qui est effectivement un intervalle qui comprend la valeur de pi. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque qui me paraît être quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il y a 2 savants. Jean-Henri Lambert, au XVIIIe siècle, qui dit que le nombre pi est un nombre, si vous voulez, qui est transcendant. Donc, il essaie de prouver que pi ne peut pas
s'écrire comme une fraction de A sur B, où A et B sont des entiers relatifs et bien évidemment B différent de 0. Donc ça m'amène aussi à autre chose qui est encore plus importante. Il y a l'Indiana T-Bill qui a été déposé par un certain Edward Johnson Goodwin qui a demandé à cette assemblée de fixer la valeur légale de pi à 3,2. C'est là où on comprend quand même que malheureusement, en science, il n'y a pas de démocratie. Si vous avez 100 idiots d'un côté qui vous disent quelque chose de travers et une personne intelligente, c'est la personne intelligente qui a raison. Alors Nessim, si je vous demande de nous parler d'Antoine Gombeau. Ah, le chevalier de Méret. Chevalier de Méret, pour qui, si vous voulez, Blaise Pascal avait écrit à son ami Pierre de Fermat, il a un très bon esprit, mais il n'est pas géomètre. Cela veut dire qu'effectivement, il était intelligent, mais il ne connaissait pas bien les probabilités. Et quelque chose que je voudrais vous dire, les probabilités, ce ne sont pas des choses évidentes. Il y a quand même beaucoup de difficultés à les comprendre. Je vais vous donner l'exemple de Méret. Le chevalier de Méret aimait bien jouer et il aimait aussi gagner, si vous voulez, dans les cercles de jeu, surtout au dé. Donc, il avait trouvé une astuce. Il s'est dit, en 4 G, je dois avoir au moins un 6. Et si c'est le cas, si je gagne, je vais gagner 100 écus. Et s'il perd, si je perds, je perdrai autant. Lorsqu'on fait le calcul, si vous voulez, de probabilité, quelle est la probabilité d'avoir au moins un 6 dans 4 lancers, on trouve 0,52. Plus ou moins, 0,518, mais disons 0,52. Ce qui montre que si jamais on joue à ce jeu-là, à long terme, on est nécessairement gagnant. Ensuite, il se dit, bon, il gagne un peu d'argent là-dessus, mais les gens se disent, il est quand même en train de nous arnaquer un tout petit peu. Il essaie de trouver une autre astuce. Il dit, bon, à la place de prendre un seul dé, je vais jeter 2 dés et il faut qu'il y ait 2 6. Il se dit, la probabilité d'avoir un 6, c'est de 1/6e. La probabilité d'avoir 2 6, c'est 1/36e, soit 6 fois moins. Donc il dit, à la place de faire 4G, si jamais je fais 6 fois 4, 24G, je vais encore gagner. Or, c'est là où il se trompe, puisque la probabilité de ce jeu-là n'est plus supérieure à 50%, mais elle est de 49%. C'est pour ça que Pascal ne le trouve pas, que c'est un géomètre. Alors, Nessim Fine, si je vous demandais qui a inventé la corde à 13 nœuds? Je vous dirais les Égyptiens. Et il y a bien longtemps, puisque c'est 2000 ans avant notre ère, hein, et c'est nécessité fait loi, si vous voulez, Monique, nécessité fait loi. Vous avez juste à côté du Nil, des différentes, si vous voulez, contours des champs qui sont très bien tracés, mais malheureusement lorsque le Nil déborde, tous ces champs sont écrasés, écrabouillés, on ne voit plus les contours. Alors ils ont inventé la corde à 13 nœuds, 3, 4 et 5. 3, 4 et 5, comme vous le savez, c'est 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. C'est une des formes du théorème de Pythagore. Et il faut quand même attendre de nombreuses années, 1400 ans pour être réellement précis. Il faut attendre 1400 ans pour que Pythagore énonce son fameux théorème qui dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des 2 autres côtés. A2 plus B2 égale C2. On a envie de faire des mathématiques avec vous. Juste quand même quelque chose, il ne faut surtout pas oublier qu'au Moyen-Âge, on a utilisé cette corde et qu'aujourd'hui encore, les maçons connaissent très bien la corde 60, 80 et 1 mètre. Nessim, je vous disais juste avant que vous poursuiviez, on a envie de refaire des mathématiques avec vous, hein? Je vous assure que les mathématiques sont quand même assez simples. Il y a les histoires. Donc, si vous voulez, ce n'est pas... franchement, on peut, enfin, un père ou une mère ou une sœur
expliquer à des jeunes enfants ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouquin. Alors maintenant, on va parler du calcul du tour de la Terre. Oui, on va parler, si vous voulez, alors d'Ératosthène, qui est un grand astronome, grand philosophe, grand mathématicien, mais qui est aussi et surtout connu pour être le premier géographe du monde. Donc ce monsieur, on lui dit que à Sienne, le 21 juin, à midi pile, le soleil se reflète au fond d'un puits. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le soleil se trouve juste à la verticale de ce puits-là. Parfait. Alors, lui qui habite à Alexandrie, il essaie de faire Sienne, en fait cela se passe à Sienne, qui est Aswan d'aujourd'hui. Donc, et lui qui est à Alexandrie, à la même heure, un an après, à la même heure, il essaie de mesurer l'ombre de l'obélisque et il obtient 7,2 degrés. Parfait. Maintenant, la seule chose qui lui reste à faire, c'est d'essayer de trouver la distance qui sépare ces deux villes. Et malheureusement, à l'époque, nous n'avons pas beaucoup de possibilités, si ce n'est les bématistes. C'est quoi les bématistes? C'est qui les bématistes? Ce sont des gens qui mesurent la distance entre deux villes et pour cela, ils utilisent les chameaux. Pourquoi les chameaux? Parce que les chameaux sont connus pour avoir, si vous voulez, des pas extrêmement réguliers. C'est ces pas-là qui permettent de dire qu'entre ces deux villes, il y a 5000 stades et un stade antique mesurant 157,5 mètres, il y a 787,5 km qui séparent Sienne d'Alexandrie. Bien. Par la suite, le calcul est très simple. Une simple règle de 3 montre que la circonférence de la Terre est de 39 375 km. Ce que je vais vous dire, c'est que quand même à cette époque, il a pu trouver cette distance avec une erreur de 2%. Vous vous rendez compte, puisqu'aujourd'hui, on estime avec toutes les méthodes de calcul que nous avons, que la circonférence de la Terre à l'équateur est de 40 075 km et au pôle de 40 008 km. Vous voyez bien que c'était un génie. Bravo. Alors Nessim, nous adorons l'un et l'autre Venise. Si vous nous parliez de l'élection du Doge. Vous savez que Venise, quand même, était l'une des rares républiques de son temps. L'une des rares républiques qui était gouvernée par un doge et qui était élue par les 2000 sénateurs qui représentaient les 2000 grandes familles, les 2000 familles patriciennes de Venise. Bien. Alors, quel était le problème? Le problème, c'était de pouvoir trouver un doge, mais qui ne soit pas nécessairement issu des familles les plus nombreuses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va faire deux choses. On va faire d'abord un tirage au sort, et ensuite, on va faire un vote. Donc, il y a le hasard d'une part et le vote de l'autre. Donc, on voit avec ça que les minorités ont le droit d'être élues, mais le vote sert à quoi? Le vote sert à ce que le doge ne soit pas un stupide, parce que si vous ne faites que de tirage au sort, vous pouvez tomber parmi les 2000 sénateurs. Je pense quand même qu'il devait y avoir quelques idiots, donc ça pouvait tomber sur un idiot. Donc pour cela, il y a aussi le vote, et le doge est élu in fine par les 41 personnes qui votent pour lui. Je dirais que c'est quelque chose de singulier, mais c'est quand même assez efficace, puisque cela a duré 5 siècles, et il a suffi que Napoléon rentre à Venise pour que cela cesse.
Bravo. Alors Nessim, maintenant, il y en a une que j'aime beaucoup. Si je vous disais Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala. Ça vous fait penser à qui? Eh bien, d'abord, je dirais que vous avez un formidable accent. Et ensuite, moi, je vous dirais que je pense à Al-Khwarizmi. Et Al-Khwarizmi qui a donné son nom aux algorithmes. L'algorithme vient de ce monsieur-là. Et comme vous le dites aussi bien, on parle d'Al-Jabir. Et Al-Jabir, bien sûr, c'est le mot arabe pour dire algèbre. Donc, ce monsieur a été la première personne qui a pu trouver une formule mathématique pour résoudre les équations du deuxième degré. Et maintenant, nous allons terminer avec une très belle histoire. Didon et la peau de bœuf. J'ai trouvé très belle. Hein? Qui est la reine de Tyr. Et c'est vraiment... Elle est la reine de Tyr, mais surtout, c'est une femme extrêmement intelligente. Imaginez, enfin, je vais raconter son histoire, et on ne peut être qu'émerveillé par cette intelligence, si vous voulez. Didon donc fuit son pays, Tyr, où elle était reine, parce que son mari a été assassiné par son jeune frère Pygmalion, et il part avec sa suite, et il atterrit à Carthage, en Tunisie. Chez moi. Il atterrit là-bas, et elle dit, pardon, est-ce que vous pouvez me donner un lopin de terre où je puisse m'installer avec ma suite? Les gens de Carthage de l'époque, pas très sympas, lui disent bien sûr qu'on va te donner ça, on va te donner une peau de bœuf et tu pourras construire ta ville là où tu pourras mettre cette peau de bœuf. Bon, elle réfléchit un peu et ensuite elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle découpe cette peau en fines lanières qu'elle met bout à bout et elle obtient quand même 4 km de long. Ce 4 km de long, c'est le périmètre, si vous voulez, de là où elle va s'installer. Et une fois que vous avez le périmètre, la surface la plus grande est trouvée par le cercle. J'explique quand même d'autres choses avant, mais par le cercle. Et on trouve quand même qu'elle a pu construire une ville de 1,27 km². Et ne pensez pas que c'est petit, et comparez-le s'il vous plaît à Monaco, qui n'a que 1,95 km². C'est magnifique. Nessim, il va falloir que vous fassiez un deuxième numéro, une suite à ces histoires extraordinaires. Avec les 10 autres, je vais le faire très certainement, mais j'attends un tout petit peu. Ben, nous donnons rendez-vous à Nessim pour la suite. Merci Nessim. Avec un grand plaisir, chère Monique. Je dois rappeler donc les histoires extraordinaires des mathématiques et de l'informatique en bande dessinée de Nessim Fitz avec une illustration de Han-Mi Kim aux éditions Anne Fortas. À très bientôt. Maison d'édition d'ailleurs, enfin je vous le dis comme ça. Pardon? Excellente maison d'édition. Ah oui, tout à fait. Je vous dis comme ça. Tout à fait, absolument. Et je leur salue, je leur envoie un salut très très amical. Merci Nessim. Merci à vous et à bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle. Là.